Bonsoir Noémie. Salut Barbara, bonjour à tous. Alors, bientôt la Saint-Valentin, donc tu vas nous parler de l'amour avec un grand A ce soir, je suppose, ou avec un grand O? Oui, mais bon, chers auditeurs, vous commencez à me connaître désormais. Vous vous doutez bien que si je vous parle d'amour, ce ne sera pas avec des pincettes, mais avec deux solides ciseaux à disséquer. Tu vas donc plutôt démolir la magie de l'amour. Oh Barbara, la magie de l'amour. Au départ, l'amour, c'est une histoire de cerveau, d'hormones et de neurones, c'est tout. Aujourd'hui, les nouvelles techniques d'imagerie offrent une réévaluation de notre façon de voir notre comportement en tant qu'être humain, et en particulier le comportement amoureux. Car vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que depuis l'origine de l'espèce humaine, l'amour est une entité comportementale propice, voire essentielle à sa survie et par conséquent bien ancrée dans sa biologie. Et une analyse sans indulgence de l'amour, telle qu'elle est possible de nos jours, révèle des aspects nettement plus utilitaires et calculateurs, ceux d'une mécanique cérébrale bien rodée qui ne laisse pas grand-chose au hasard. Alors tu ne parles pas de Saint-Valentin commercial mais scientifique, toi tu nous parles d'amour mais pas de magie. Oh bah oui, bon, au départ, le choix de l'amoureux se fait selon des critères qui révèlent crûment des objectifs matériels. Il n'y a rien de magique là-dedans. La femme est jugée selon sa fécondité et l'homme d'après sa forme physique et son niveau hiérarchique dans le groupe. La beauté, qui fait l'objet de tant d'éloges chez les poètes, n'est en fait qu'un étalage de marchandises. Taux d'hormones en circulation, état de santé, âge, fonctionnement du système immunitaire, tout ceci traduit par la courbe du corps et la forme du visage. Donc messieurs, si vous trouvez Barbara canon, c'est que selon vos critères, elle est physiologiquement apte à être fécondée. En gros, l'attirance réciproque de deux individus résulte d'un marché inconscient conclu entre deux cerveaux préprogrammés pour chercher l'autre et entamer une histoire à deux, ce qui détonne un peu avec les contes de fées, n'est-ce pas? Oui, carrément. Donc en gros, on serait programmé pour tomber amoureux de notre partenaire en vue de procréer. Oui, en fait, tomber amoureux est sous le contrôle de processus programmés par nos gènes et par des sensibilités qui nous sont propres, mais tout ceci sans volonté en tant que telle de notre part. Et malheureusement, d'une façon tout aussi automatique, toujours par la programmation inscrite dans les gènes de notre espèce, notre physiologie de l'amour finit petit à petit par perdre son effet et par se taire. Notre cerveau amoureux revient dans son fonctionnement de base. Et tout ceci intervient en général au bout de 3 ans à cause de phénomènes physiques qui ne doivent rien à la volonté ou aux qualités du partenaire, mais qui doivent tout à la physico-chimie des hormones, de leurs récepteurs et du génome humain. Pour recadrer tout ça dans un contexte éthologique, en gros, dans l'environnement naturel, donc celui où l'homme avec un grand H était soumis aux forces de l'évolution, le retour au fonctionnement de base du cerveau signait la fin de l'histoire d'amour. Les deux partenaires, avec un peu de chance, avaient eu le temps de mettre au monde un enfant et de l'élever au-delà du stade de grande vulnérabilité. L'entité biologique couple avait en fait rempli sa fonction. Donc pour être plus réaliste, on devrait signer les contes de fées par « Ils vécurent heureux et eurent un enfant, si fécondité ». Ouais, donc en gros, ça veut dire que la vie commune s'arrête au bout de 3 ans, puisque nos gènes n'ont rien prévu pour la suite. Oui, en quelque sorte. Vous avez sans doute remarqué qu'à notre époque, l'amour se termine souvent par un divorce, dans 40% des cas en France, ou au mieux dans le cabinet d'un conseiller conjugal. Donc en gros, tu es en train de dire que ce qui est de la longue et harmonieuse vie à deux à laquelle nous pensons tous avoir droit, c'est loupé, alors que toi-même, tu es en couple depuis beaucoup plus de 3 ans. Loupé? Moi, ne sois pas défaitiste, Barbara. Au contraire, c'est finalement là que le vrai amour peut commencer. Disons qu'au bout de 3 ans, la phase 1 de l'amour, donc automatique, dans un couple, se termine. Ensuite, au couple de voir s'il est opérationnel pour entrer en phase 2, qui correspond à l'amour intime ou amour à long terme. Et là encore, c'est une histoire de chimie? Évidemment, la neurobiologie joue toujours un rôle, d'autant plus dans cette deuxième phase. Rappelez-vous d'une chronique sur l'attachement que j'avais faite il y a quelques temps. Je vous avais parlé de l'ocytocine, qui est l'hormone responsable du sentiment de bien-être que l'on ressent près de son partenaire. Pour résumer, l'ocytocine est libérée lors des caresses, des baisers, des massages. C'est vraiment, elle, la clé de l'attachement à long terme. Et vous savez à quel moment la libération de l'ocytocine explose? Je vous le donne en 1000. Pendant l'orgasme. En gros, pour jouir d'amour, jouissez tout court. Et alors l'orgasme, comment ça fonctionne, Noémie? C'est un mécanisme extrêmement sophistiqué. Au commencement, il y a le désir. Le désir naît de stimuli exogènes, une odeur, la vue de son homme moulé dans une chemise légèrement déboutonnée, ou de stimuli endogènes, une pensée, ou imaginer son homme moulé dans une chemise légèrement déboutonnée. Oui, j'adore les chemises. Ce désir active le système dopaminergique, donc des régions de notre cerveau vont alors sécréter de la dopamine, créant ainsi un sentiment plaisant et une attente de récompense. Et comme ce désir est sexuel, une autre région du cerveau, l'hypothalamus, va produire une hormone
la GnRH, qui va activer l'hypophyse et à son tour, celle-ci sécrète 2 hormones, la LH et la FSH, qui se fixent sur les ovaires ou les testicules. En retour, ovaires et testicules vont produire de la testostérone qui va remonter au cerveau pour stimuler le cortex. Celui-ci va alors générer encore plus d'imagerie mentale, des fantasmes sexuels, des pensées érotiques. Puis, par des baisers, des caresses sur la bande-son de 50 nuances degrés, le désir se mue en excitation sexuelle. La dopamine et la testostérone sont toujours à l'œuvre. Une nouvelle hormone, la mélanocortine, va se fixer sur l'hypothalamus, qui, en réponse, va sécréter du monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote entraîne la dilatation des organes génitaux, pénis et vagin, enfin prêts à collaborer ensemble. À ce moment-là, la stimulation des zones érogènes entraîne l'excitation des nerfs périphériques et du nerf vague qui active plusieurs noyaux cérébraux. L'onde se propage dans les réseaux de neurones, déchaînant une tempête électrique. C'est le pic du plaisir sexuel, l'orgasme. Le cerveau est en épilepsie partielle. Et soudain, c'est l'apaisement. Les corps s'essoufflent et se délassent, et l'ocytocine, notre fameuse hormone de l'attachement, inonde notre organisme et fera du couple fraîchement ébahi le couple le plus amoureux du monde. Excellente soirée à vous. Bravo. Alors, on va ça quand même. Merci.